Bonsoir tout le monde, bonsoir Pierre. Alors je suis ravie de t'accompagner pour la présentation de cette merveille d'être là. Déjà rien que le titre nous fait du bien, je dirais. Pierre, en quelques mots, je vais te présenter, puisqu'on ne peut pas échapper à cette étape-là. Tu es poète et critique. Tu t'intéresses donc aussi à la poésie et à la littérature des autres, puisque tu as aussi une formation de bibliothécaire documentaliste. Tu es né dans la région de Charleroi et tu continues de le faire d'ailleurs. Tu organises des ateliers d'écriture en collaboration avec des écoles, des musées, des maisons des jeunes afin de promouvoir la lecture, notamment dans les milieux socialement défavorisés. On peut déjà noter un peu l'engagement, bien que quand on parle de poésie, on parle déjà presque d'engagement d'office, on y reviendra tout à l'heure. Tu as autrefois aussi collaboré à la revue Regard, et ça me semblait important de le signaler, avec la regrettée Mimi Quinet et avec Claude Donnet, et tu as publié à ce jour une dizaine de recueils de poèmes, parmi eux Ici, qui a reçu le prix de la Fondation Jean Cops en 2021. Je ne le fais jamais, mais j'ai quand même envie de lire ta bibliographie, de lire les titres de tes recueils, parce que je trouve qu'à eux seuls, déjà, ils font poésie. La merveille d'être là, dont il sera question ce soir. Ici, là on est un peu plus conventionnel quand même. Haute voltige d'une présence sans nom. Autour d'un corps vivant, dans ce qui nous danse, preuve de la vie même, chemin du possible, état d'âme d'un feu, matière d'énigme, contre-jour, toi l'instant ou encore paupières marées. Ma première question ira dans ce sens. Donc tous tes recueils ont été publiés à l'Arbre à Parole, donc devenu Abrapalabra, comme le disait tout à l'heure Martine. J'ai énormément de mal à choisir des titres. Et chez toi, comment ça vient en fait, ces titres? Est-ce que c'est une évidence? Est-ce qu'il y a une recherche au niveau des titres? Non, les titres ils viennent quand le recueil est terminé. Il n'y a pas vraiment une cogitation particulière. Ils viennent, s'imposent d'eux-mêmes. C'est vraiment la fin du travail d'élaboration du recueil. À ce moment-là, le titre vient et voilà. C'est presque spontané quoi, dans le choix du. C'est pas une longue réflexion. Et j'ai envie de te demander de lire la 4e de couverture de La merveille d'être là, si tu veux bien. Encore aujourd'hui, le soleil, lui, le jour recommence, s'enroule et se déroule à l'infini dans la mémoire des pierres, couve une beauté qui grandit dans les blés et pose son grain de folie entre les pages de ma vie endormie. De beauté et de folie, il sera question dans ton livre, d'émerveillement aussi, et peut-être de nécessité d'émerveillement. En quoi l'émerveillement est-il nécessaire aujourd'hui, Pierre? S'il est nécessaire. C'est une bonne question. Je pense que déjà, la plupart de notre temps est capturé par j'appelle ça un peu les sirènes du dehors, qui capturent un peu notre temps, et je crois qu'il est justement, je vais répéter encore le mot une fois, il serait peut-être temps justement de passer du temps, de consacrer plus de temps à accueillir la vie et accueillir la beauté des choses. À partir du moment quand on est devant quelque chose qui est beau, devant la beauté, on s'oublie, on rencontre la vie, on se rencontre par ailleurs soi-même, on découvre le monde, on se découvre soi-même, et on découvre le soi dans le monde, on prend conscience qu'on fait partie d'un grand tout, de quelque chose qui nous dépasse, qui est à découvrir. Ça, c'est une chose, la première chose. La deuxième chose, chaque rencontre nous réinvente, que ce soit une œuvre d'art, un livre, un mot, un ami, un regard. Ça, c'est une chose qui me tient à cœur.
Et voilà, donc il y a d'abord, dans le précédent, tu as parlé de mon recueil, ici il y a un constat posé par dans le recueil, c'est que on répète, on a tendance à tout répéter. Notre vision du monde est partielle, ne repose bien souvent sur des a priori transmis par les autres, la tradition, l'histoire. On existe, moi aussi compris, on existe rarement finalement, et on pourrait se poser la question à l'envers, c'est pas s'il y a une vie après la mort, mais est-ce qu'il y a une vie avant la mort quelque part. Donc il serait peut-être temps justement d'essayer de virer nos a priori, de sortir un peu de nos conditionnements et essayer de tout voir en nouveauté, comme le préconisait d'ailleurs Baudelaire, voir tout en nouveauté, c'est-à-dire voir les choses comme si on les voyait pour la première fois, comme un passant, comme un enfant, quoi. Et c'est-à-dire s'étonner encore du simple fait d'exister, s'étonner, alors que maintenant c'est peut-être la chose la plus compliquée qui soit, de s'étonner encore du simple fait d'exister. Et ça, c'était le constat d'ici. Dans la merveille d'être là, bon, voilà, je continue sur ma lancée, il y a une célébration à mes yeux, bon, c'est comme ça que je le vois, hein, mais dans la merveille d'être là, de trois choses qui sont à l'heure actuelle outrageusement ringardisées, caricaturées. Hein, plus on caricature le monde, à force de caricaturer le monde, on le rate quelque part. Donc des choses qui sont très banalisées. J'ai nommé la poésie, la vie et l'amour. Alors je peux développer brièvement, après voilà, on poursuivra l'entretien, parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Il y a trois visions de la poésie, justement, je vais commencer par la poésie qui me tient à cœur et avec laquelle je suis en face. Donc il y a trois auteurs dont leur approche me touche particulièrement. C'est d'abord, au niveau de la poésie, c'est Guevic, qui dit simplement que la poésie, on ne la définit pas, on la vit ou on ne la vit pas, et la vivre, c'est communier avec cette vibration, justement, qu'on appelle la vie. C'est vivre intensément ce qui n'a pas de nom. Voilà, tout simplement, c'est une belle définition. Christian Bobin, lui, voit la poésie comme une parole amoureuse, une parole aimante. Ça, je trouve ça magnifique, qui peut surgir partout. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas seulement dans les pages d'un livre. Je pense que l'intensité du regard qu'on peut porter sur les choses, je pense qu'il ne faut pas spécialement écrire ou remplir les pages d'un livre pour être poète. Être poète, c'est simplement avoir une présence devant les choses. Il y a des tas de choses qui attendent un regard pour exister, des êtres, etc. Donc ça, c'est très important à mes yeux. Et alors, il y a ça, c'est un peu les visions romantiques. Et alors, il y a une autre qui m'intéresse beaucoup et qui est un peu plus directe. C'est celle de Jacques Riquillion, dans son livre L'Indien de la gare du Nord, et qui parle de la poésie sans mettre de gants. L'Indien de la gare du Nord, c'est un récit d'aventure. Celui de la poésie quand elle se refuse à demeurer plus longtemps dans l'exil décoratif rassurant du musée de la littérature. C'est la rébellion de l'homme classé, répertorié, vidé jour à jour de son âme sauvage, comblé jour à jour de la boue des slogans, et qui fait le grand nettoyage en lui et autour de lui. Voilà trois visions de la poésie, trois perceptions avec lesquelles je suis en phase. Ensuite, le deuxième thème, c'est la vie qui est qu'une chance, qui est un don, qui n'est pas du tout une donnée. Et c'est quelque chose un des deuxièmes thèmes qui est quelque part assez un peu par trop caricaturé, banalisé, une vie qu'on ne sait plus voir et entendre et dont on a tout à découvrir, justement, s'étonner encore simplement aussi du simple fait d'exister. Il y a une phrase qui dit « Il y a mieux que ce que je pense du monde, il y a le monde lui-même ». J'aime assez cette phrase-là. Alors le troisième, c'est l'amour. Et là, je passe à l'équipe parce que c'est tellement bien défini. Je reviens toujours à Jacques Riquillion, qui est dans un essai publié aux éditions AMSA, que lui a consacré Éric Brogniet, qui s'appelle Jacques Riquillion ou la littérature en instance d'oubli. Il parle de l'amour, il décline l'amour en trois temps, si je peux m'exprimer comme cela. Il parle de l'amour tel qu'on le connaît, c'est-à-dire
l'amour que se portent deux êtres. Il parle de l'amour, ça on l'avait un petit peu oublié, l'amour un peu qui est une forme de révolte contre l'ordre social cher aux surréalistes. Voilà. Et puis il y a quelque chose d'intéressant qu'on a un peu oublié, qui moi m'a fortement touché, un peu remué, il parle de l'amour universel. Et il dit cette force spirituelle qui donne sens à la vie. Et on sait que Jacques Riguelion était un amoureux était un alpiniste, amoureux de la montagne. Il avait une soif comme ça dans ses écrits de verticalité, dans un monde par trop horizontal. Et cette manière il parle d'ailleurs du cinquième monde. C'est-à-dire, on connaît le tiers-monde, le quart-monde, et pour lui, le cinquième monde, c'est un peu la misère morale de nos sociétés un peu consuméristes qui sont gavées. Et à ce titre-là, une misère morale donc, d'une société qui est privée de son espace spirituel. Et dans cet ordre-là, pour lui, le poème serait une forme pas de résistance spécialement, mais une manière, un guide pour exister pleinement et se trouver, se chercher, etc. Et donc, ces trois visions de trois thèmes quand même un peu par trop ringardisés, dont on a un peu trop vite défini. Il faut toujours se garder de trop vite définir les choses soi-même. M'intéressait beaucoup et je suis très en phase avec ces... Et je pense qu'indirectement, dans la merveille, il y a d'abord le constat, comme donc j'ai évoqué tout à l'heure, et en même temps, dans la merveille, j'étais un peu plus loin. C'est un peu un petit prolongement de ici, avec et deux petites choses aussi. Puis on passe à la prochaine question, mais une lecture. Mais j'ai remarqué indirectement parce que pour moi, la merveille est une suite d'ici, un prolongement, mais en même temps, en regardant d'anciens recueils, je pense que j'ai toujours eu deux obsessions, deux thèmes que j'ai développés dans la plupart de mes recueils. La première, c'est le visible, la mise en question des modes de représentation. Il y a Léon Spiliart, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, qui disait le visible est une possibilité et pas une réalité. Et donc il y a beaucoup de peintres qui m'ont influencé dans la construction de mes recueils, notamment Spiliart, Miro, Klee, Laouki, Corneille, etc. Mais toujours des peintres qui m'ont su bousculer mes habitudes de voir, de penser, de regarder, qui m'ont étonné, qui m'ont remis en question ma manière d'envisager le visible et la vie. Donc le visible et la vie qui est une chance et qu'il faut qui à redécouvrir, d'une vie qu'on ne sait plus voir ni entendre, etc. Donc voilà un peu la thématique de l'ensemble du recueil, à mon sens, ou les choses que j'aime en tout cas autour des thèmes qu'on vient de parler. Par ta première intervention, Pierre, tu as déjà traversé presque l'intégralité de mes questions. On va peut-être un petit peu approfondir. Donc tu parles de poésie comme une façon quelque part peut-être si je peux résumer, une façon d'habiter le monde, une façon d'être au monde. Ton recueil est aussi assez spirituel lui-même, voire même peut-être presque philosophique. Est-ce que ça pourrait pas répondre à cette question du carpe diem quelque part, cet émerveillement du quotidien? Oui, c'est simplement le fait d'être présent aux choses, comme je disais tout à l'heure, simplement s'étonner encore du simple fait d'exister et savoir poser un regard sur les choses, un regard et se garder évidemment de trop vite définir, de trop vite se définir et de trop vite définir les choses. Voilà. Et comment on peut porter encore un regard poétique ou un regard émerveillé sur les choses dans une société qui est telle qu'on la connaît aujourd'hui ou dans un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui? Mais ça, simplement, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais en étant présent aux choses, je pense que c'est l'important du regard qu'on peut avoir. Je vais parler. Tout est fait évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, les sirènes du dehors pour captiver notre temps, notre attention, et la plupart des informations qu'on reçoit, etc., elles sont souvent inutiles. Elles ne servent souvent qu'à
qu'à meubler un peu le vide existentiel. Et je pense que c'est pas pour donner une leçon, mais simplement, moi, comme tout un chacun, on a tout à découvrir de notre environnement, et d'où l'importance du regard qu'on porte sur les choses. Pour moi, la poésie n'est pas, elle est très large, elle peut surgir, comme le disait Bobin, partout, et pas seulement dans les ouvrages, dans les livres. C'est la qualité du regard qu'on peut porter sur les choses, être ici, là, dans l'instant. C'est pas une méthode de développement personnel, loin de là, c'est simplement être présent. Et ça, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et se dire qu'on a tout à découvrir de ce qui nous entoure, on a à s'étonner devant les choses. Tu parles de la merveille, mais tu parles aussi beaucoup de miracles dans ton recueil, que j'ai retrouvé à différents endroits. Alors, plutôt merveille d'être là ou miracle d'être là? Alors, je pense que, oui, simplement, le fait de vivre est une chance. Tu parlais de philosophie tout à l'heure. Chez Spinoza, il parle de la joie. La joie aussi, c'est un thème un peu, je vais dire, un peu bateau, un peu parfois galvaudé, un peu ringardisé, un peu trop vite réduit. Mais la joie, c'est simplement, la joie de Spinoza, c'est simplement liée au fait d'exister. J'ai un professeur de philosophie qui disait on existe avant tout ce qui nous arrive. Donc déjà le fait d'être là, pour moi c'est déjà une chance. Il n'y a pas question de miracle, etc. Mais pour moi c'est une merveille d'être là. Voilà, il y a quelque chose. Quoi, Alors pour moi, dans la merveille d'être là, c'était la merveille d'être là au monde, d'être vivant, d'être dans la vie, mais c'était aussi la merveille d'être là en poésie quelque part. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Est-ce que ça t'a effleuré au moment de l'écriture du livre ou pas du tout? Être là, d'être là en poésie, d'être poète, tout simplement. Oui, mais je pense que oui, ça fait partie d'un tout. D'un tout. Je passe toujours à mes auteurs favoris, mais par exemple pour Bobin, vivre, écrire, s'émerveiller, aimer, se taire, faire silence, c'est la même chose. C'est tout un ensemble. C'est pas, tout est lié. C'est une poésie. C'est pour ça que je pense que j'aime beaucoup bon, tu n'as pas encore parlé, mais peut-être dans les influences, etc., des auteurs qui mêlent un peu le fait qui développent le culte de l'émerveillement quotidien, qui remettent en question les modèles sociaux, culturels, mentaux, et qui posent des questions là où habituellement il n'y a que des réponses. Et voilà le type d'auteur que j'apprécie. Et particulièrement, les premiers auteurs que j'ai appréciés, c'était les surréalistes, justement, parce qu'ils avaient une attitude un peu radicale devant les choses. D'un côté, ils développaient ce culte de l'émerveillement quotidien, et en même temps, ils tournaient le dos un peu à toutes les valeurs établies, que ce soit au niveau culturel, littéraire, etc. Et ça, j'admirais beaucoup à l'époque. Et bon, après, évidemment, ça a évolué dans le contexte, mais je pense que je suis en phase avec les auteurs qui, justement, mêlent très fort leur écriture avec la vie, l'existence, et ne font pas des catégories. Mais moi, c'est comme ça que je le vis, et je comprends, c'est comme ça que j'écris, mais je ne sais pas faire autrement, et c'est comme ça que d'autres, on est tous différents, on a tous une approche différente. Mais voilà. Et tu fais ça sans aucune naïveté? Tu fais ça dans un naturel qui, somme toute, est assez... Ah non, ce n'est pas la politique de l'imbécile heureux, non, pas du étonnant. tout. Et justement, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est facile d'assumer cet émerveillement aujourd'hui, alors que, justement, il y a cette... Non, c'est pas du tout, c'est pas ça, mais je pense que c'est pas facile du tout. Mais tu pourrais, par exemple, j'ai pensé à ça, parler par exemple de l'engagement, c'est quelque chose qui est aussi un thème qui est galvaudé, etc. Mais je pense que voilà, on a un peu réduit, par exemple, le thème de l'engagement dans quelque chose fin des années 60, l'engagement pour la société, l'engagement. Mais je pense que à l'époque, c'était sans doute, ça justifiait, il y a eu sans doute des bons moments, mais je pense qu'il y a s'engager pour plein de choses, c'est oublier de s'engager pour soi-même, c'est parfois une fuite aussi en avant. Et je pense que pour moi maintenant, si je définis l'engagement, c'est s'engager justement
au cours de sa vie à s'étonner encore. Évidemment, c'est très difficile, mais en tout cas, de chaque jour, quoi. S'engager avec les mots et avec le corps. S'engager aussi, avec les mots, s'engager que... avec son regard, avec sa présence, avec... ouais, je pense que s'engager à devenir soi-même, celui ou celle qu'on est, et c'est ça le défi, vu toutes les influences qu'on subit de l'extérieur, etc., les choses plus personnelles, et voilà, c'est une aventure. Pourrais-tu Vas-y, oui, excuse-moi, je t'interromps. Non, mais voilà, c'est une aventure. Je voulais te demander si tu étais d'accord de t'engager pour une petite lecture. Oui, bien sûr. J'ai assez parlé comme ça. Mais je prends... Ressasser le poème à maintes reprises dans la bouche, le mastiquer en silence, et le regard tourné vers un arbre, devenir tout autre chose que soi-même. Se nouer à l'infini d'un temps dont le geste invisible et volant défie les évidences trompeuses du jour. Un carnet de notes à la main, j'attends que le monde m'apporte des nouvelles, que son arbre pousse en moi, donne des fruits, secoue le sommeil de mes yeux et ouvre en mon être, qui se croit achevé, une béance. Quand l'identité se dissout, il nous reste un soi qui inclut tout l'univers et dicte ce qui sera dans la nuit d'un corps, écoutant respirer les arbres. Seul, assis à l'écart, dans le bosquet de bambous, j'entends le torrent creuser le cœur du roc. Une grande main de lumière battre le rappel d'un mot, suggérant qu'à l'intérieur de son énigme, quelqu'un marchera aujourd'hui, refusera de dire son nom et mettra son espérance dans un langage qui avance dans l'ignorance de tout. Au bout de la jetée, la vie agite son mouchoir blanc, me sourit, pivote sur son axe, me fait sortir de moi par une porte dérobée, et pour une raison inconnue, balbutie en mon être la grande folie d'aimer. Je vais peut-être maintenant m'attarder un tout petit peu sur le style de ta poésie. À la fois, moi, je suis très touchée par l'usage de tes mots, par leur économie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu as une poésie qui va à l'épure, qui va à l'essentiel, qui semble chercher vraiment le mot juste. Et à la fois, on a affaire aussi pas mal à des silences. Et je trouve que ces silences font du bien aussi en poésie. Et on les retrouve beaucoup dans ton écriture. Alors, au niveau de la démarche d'écriture, comment tu procèdes? Tu écris déjà à l'épure ou tu retravailles énormément tes textes pour... Oui. D'abord, un petit détour dans le silence. Il y avait qui disait le silence, c'est le vase où recueillir l'instant. C'est beau, ça. Voilà, ça me vient. Mais c'est très particulier. La plupart de mes recueils, en fait, ils ont été construits à partir souvent de l'œuvre d'un peintre, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être moins les deux derniers, mais la plupart. Donc des peintres qui ont su un peu bousculer un peu mes habitudes, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, de voir et de penser, qui m'ont un peu étonné dans leur démarche, dans la manière de représenter les choses. Et j'ai toujours attendu qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi, et pour partir un peu à l'aventure. Et à partir de là, je suis parti au départ. Voilà, c'est peut-être
c'est de la propreté interne, hein. C'est comme si je donnais la recette, La recette. Ça ne de- marchera pas avec n'importe de ma qui. bolo, mais bon, mais donc, non, j'écris, d'abord, j'ai des tas de notes, en fait. Au départ, je ne m'interdis rien, et à partir de l'œuvre du peintre, de ce qui voilà, ce que je perçois de son travail, j'écris un peu à la manière, à l'écriture automatique, tout ce qui me vient est bon. Et puis petit à petit, voilà, je vois un peu en avançant où tout ça va me mener. Et puis j'ai des tas de notes, des cahiers, c'est incroyable. Et puis après, ben, pop, 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 je retire au fur et à mesure pour arriver voilà, à la quintessence. Mais je ne sais pas faire pour l'instant autrement. Peut-être que j'ai déjà réfléchi, peut-être que ça viendra, une autre approche. Mais c'est un peu comme ça que je travaille, quoi. Donc d'abord partir d'énormes voilà, de quantité de notes, de perception, etc., pour en arriver un peu à essayer voilà. On est beaucoup dans le Mais mouvement aussi dans ton écriture. Et moi, je dirais que si on devait tracer une droite, ce serait plutôt une droite verticale. Parce qu'on est dans un ancrage, on est dans quelque chose aussi du réel. Et on va, me semble-t-il, vers une élévation, vers quelque chose de l'ordre de l'espérance, de la connaissance. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça? ben ça, j'en ai parlé tout à l'heure, oui, c'est possible, oui, cette soif cette quête de verticalité, hein, que j'ai découvert un peu dans cet essai de Jacques Quillon, justement, hein, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'associer à la poésie, ce manque aussi de spirituel, et ça n'a pas de connotation, c'est une quête de verticalité dans l'existence, dans une société, et ça je trouvais intéressant de le ramener dans le contexte de la poésie, dans le contexte d'une existence. Je pense que Jacques Quillon, alpiniste, bon, qui est de la montagne, un lieu de l'effort, de la solitude, de l'émerveillement aussi, et écrivain aussi, et quel écrivain. Et là, on est dans la vie, dans les choses, dans la beauté, dans le regard, dans l'écriture, et voilà. J'avais une question qui allait vers tes influences au niveau littéraire, poétique, artistique, mais je pense que tu y as déjà pas mal répondu par tous les partages que tu nous as faits, puisque toi-même tu es un passeur, tu n'as pas été avare de ces partages. Oui, c'est-à-dire tout à l'heure, je ne fais plus de... enfin bon, je ne sais pas si on a encore le temps, sinon oui, 2 petites minutes. Je n'organise plus, mais j'ai organisé des ateliers d'écriture en collaboration avec les musées, etc., pour les enfants défavorisés, justement. Et dans le cadre de mon travail de bibliothécaire, je ne les ai pas animés moi-même, je les ai organisés ceux-là, et c'était très important parce que on aurait aussi pu parler du pouvoir des mots, etc., parce que les ateliers d'écriture, ces ateliers-là servaient pour les enfants défavorisés, justement, pour démystifier le livre, les lieux de la culture, etc., et leur faire voilà, démystifier tous ces endroits et leur permettre de voir que la littérature et les lieux de la culture, c'était aussi des endroits où ils pouvaient être bien et reçus. Les mots, le livre, la bibliothèque, c'était pas réservé à une élite ou à telle ou telle personne. Et ça, c'était très important. C'est un peu l'esprit avec lequel j'ai organisé ce genre d'atelier, avec les yeux d'un bibliothécaire, en collaboration avec un enseignant, un animateur d'atelier, etc. C'était un beau projet. Et c'était aussi dans un souci de démystifier un peu le livre et permettre et montrer que aux enfants, parce que c'était des enfants de 12 ans, se dire oui, le livre c'est aussi pour moi, il y a aussi des choses dans les livres qui me concernent. Et c'était des enfants il y en a parmi certains qui avaient beaucoup de difficultés scolaires et c'était parmi les plus créatifs. Donc voilà, c'était intéressant, mais c'est une autre histoire. Pour clôturer, que dirais-tu à quelqu'un qui dit qu'il ou elle n'aime pas la poésie? Bonne question. Ah. Mais si je lui dirais s'il n'aime pas, c'est qu'il ne la connaît pas. Et je lui dirais qu'il n'est pas obligé d'écrire une ligne, qu'il n'ait pas peur, et que l'important c'est de bien regarder des choses. Il y a des gens qui n'ont jamais écrit une ligne,
et qui sont même plus poètes que les poètes, parce qu'ils sont curieux de tout. Ils savent regarder les choses, ils savent accueillir les gens, ils savent regarder les gens, ils savent leur apporter un regard. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des tas de choses, que ce soit animaux, plantes, individus, etc., qui attendent un regard. Et l'importance d'un regard, ça n'a pas de prix. Comme un mot, on ne sait pas ce qu'un mot peut ouvrir comme porte, et on ne le sait pas. Et puis dans les ateliers, par exemple, que j'organisais, on avait beaucoup de problèmes pour avoir des subsides, parce que justement, un atelier, ce genre de choses, on ne sait pas mesurer les résultats. On ne sait pas dire, tiens, oui, mais les participants, ils vont aimer la poésie, mais c'est des choses qui sont intérieures, qui peuvent se passer, et ça peut ouvrir des portes. C'est ça qui est merveilleux, donc je dirais ça. C'est parce qu'il ne la connaît pas, et surtout, je n'irai pas lui dire, attends, je vais te montrer ce que c'est, surtout, non, il serait libre de faire ce qu'il a envie, de fréquenter, de le garder, de choisir, de le garder, de voir. Je suis sûr qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aura un poème qui sera fait pour toi à un moment donné. Oui, c'est une rencontre aussi. J'ai parlé, chaque rencontre nous réinvente. Ça peut être un livre, un ami, un mot, un conseil. C'est important. Mais bon, voilà. Sur ces mots de la rencontre et de la poésie, un grand merci d'avoir si généreusement répondu à ma question, Pierre, et une toute petite dernière lecture. Méditer, c'est respirer, retourner au corps, accepter qu'un autre que soi nous lègue une voix qu'on ignore et fasse jaillir de nos yeux un grand besoin d'être et d'aimer. Avant que ne tombe cette nuit, je voudrais que mon cœur se gonfle, surmonte ses craintes, bondisse par-dessus les étoiles, dorme dans de l'éternité neuve et s'empare d'un silence venu boire dans tes yeux des pensées de l'amour. J'écris, c'est vrai, mais pas comme je respire. Respirer, c'est autre chose. C'est se confronter à la réalité d'un chemin où tient conseil le grand miracle d'être en vie. Merci.